Bonjour, je suis Grégory Ollier, coach spécialisé dans les traumatismes et voici mon index ABC. Merci d'être avec nous et d'accueillir donc Grégory installé sur les canapés. Je ne sais pas si on se met au garde à vous ou pas. Bon, on va rester décontracté. Bonjour Grégory. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci pour l'accueil. Merci de parler de votre parcours de vie et de l'accompagnement que vous pouvez préconiser à ceux et celles évidemment qui vont regarder votre histoire et en tout cas votre index aujourd'hui. On va parler des traumas et vous êtes plutôt bien placé parce que votre carrière, votre première partie de vie, j'ai envie de dire, a été sans doute jonchée de ces traumas. Oui, alors jonché, il y a surtout eu une période précise. Hein. Donc j'ai passé 24 ans à l'armée, j'ai été officier dans l'infanterie, donc j'ai commandé des hommes entre 20 et puis 200 au maximum sur différents théâtres d'opération. Mais en 2014, à l'époque, donc je suis capitaine, je commande une compagnie. Alors sur le terrain avec les renforts, ça fait à peu près, ça peut monter à 200 soldats. Et je suis projeté en Centrafrique. Au début des interventions de la France en 2013-2014. C'est une mission qui militairement n'est pas compliquée, elle est accessible, mais humainement elle est quand même assez difficile. Parce que parce que déjà c'est pas une opération militaire classique, c'est plus une opération d'interposition qui dit pas son nom. Et c'est toujours des contextes plus délicats, les missions d'interposition, parce que déjà, il n'y a pas d'ennemis désignés. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas tirer sur qui on veut, quand on veut, comme on veut. Et puis, comme c'est un peu une mission d'interposition, alors il fallait la comprendre comme ça, hein, ça demande un petit peu plus d'intelligence de situation pour dire dans quelle situation on est en train de se trouver, humainement, qu'est-ce qui se passe. Et puis, au centre des choses, ce n'est pas un objectif militaire. C'est plutôt un objectif humain, quoi. Arrêter des massacres, préserver la population. Et puis on est dans un pays qui n'est pas le nôtre, avec des forces en présence qu'on ne comprend pas toujours bien culturellement. Bon, et donc tout ça, ça fait un contexte qui, humainement, est délicat parce que les gars, ils aiment bien des ordres clairs. Et là, des fois, il faut réfléchir, il faut s'adapter. Et puis en plus, on est dans une partie du monde où la vie n'est pas comprise comme nous, on la comprend. La mort, pareil. Ils n'ont pas le même rapport à la mort. Ils n'ont pas le même rapport à la mort, ils n'ont pas du tout le même rapport à la vie. Et pour nous, du coup, on se retrouve dans un milieu socio-culturel, culturel, avec une norme complètement différente de la nôtre. Donc on assiste à des choses qui, dans notre norme à nous, sont un peu ouf. Et ça a créé pas mal de problèmes. Et quand on est rentré, moi j'étais un chef très, surtout dans ce style d'opération-là, très strict sur la discipline du feu. C'est-à-dire, on ne va pas vider des chargeurs pour vider des chargeurs et pour aller choper des médailles. On va faire le job, on va faire attention à la population. Enfin voilà, on était plus dans cet esprit-là. Donc il y a plein de moments où j'ai dit non, on ne tire pas. Il y a plein de moments où on m'a dit de tirer. Bon, bah ok, on va tirer, mais je sais que ce n'est pas ce qu'il faut faire, mais en même temps, je ne sais pas quoi faire d'autre. Mais bon, on rentre de cette mission et moi, je me dis, humainement, on rentre tous en paix avec ce qu'on a fait. Donc ça va bien se passer en termes de santé mentale, parce que j'étais déjà très sensible à ces sujets. Et en fait, dans les 2 ans qui ont suivi, alors quand on est rentré de cette mission, moi j'ai été muté, parce que c'était prévu, c'était la fin de mon temps de commandement, et j'étais muté sur un poste de coach dans un centre d'entraînement. C'est là où j'ai découvert le métier de coach aussi. Mais surtout, dans les 2 ans qui ont suivi, j'ai assisté à une hécatombe de syndrome de stress post-traumatique dans ma compagnie. J'ai arrêté de compter à 30%. Honnêtement, je pense qu'il y a plus de la moitié des soldats qui étaient avec moi sur le terrain qui ont vraiment développé un TSPT, donc un trouble de stress post-traumatique. Et pendant 2 ans, j'ai assisté de loin, un peu silencieux, très impuissant, à des mauvaises nouvelles. Un tel a disparu, un tel il est en arrêt, un tel il est diagnostiqué, un tel il est à l'hôpital, un tel on ne sait pas où il est. Et puis on a des mecs qui partent sous les ponts. Et puis je vois bien qu'il n'y a pas d'autre réponse qui est apportée à mes soldats, qui étaient des costauds, des vaillants. Il y en avait honnêtement, c'était des mecs qui étaient peut-être même plus forts que moi, quoi. Ouais, c'est des Golgoths. Ouais, des Golgoths physiquement, mais des Golgoths certains dans leur tête. Aussi, et puis aussi des mecs adorables, serviables.
Et puis, je constate ulcéré qu'on n'a rien d'autre à leur apporter que des médicaments, des arrêts de maladie, puis au bout de 3 ans, des réformes, parce que nous, on a besoin de soldats pour combattre. Effectivement, ils sont plus aptes à servir, quoi. Et je m'imagine ces mecs, je ne sais pas pourquoi, je me représente la prison intérieure, la douleur intérieure. Je me représente, ou alors j'entends des témoignages de comment ça se vit avec leurs femmes, avec leurs gamins. Putain, mais ça me retourne les boyaux, quoi. Et je me dis, putain, mais c'est pas possible. C'est un problème qu'on n'a pas compris. Faut arrêter, comment se fait-il? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les services, notre armée aujourd'hui, il n'y a pas un service derrière qui accompagne justement ces soldats qui sont... Si, ils sont accompagnés. Mais si vous voulez, c'est ce que je dis toujours. Alors, j'ai 2 métaphores pour expliquer ce que c'est un traumatisme. Vous imaginez que vous avez les 4 roues crevées de votre bagnole. Voilà. Et dans votre boîte à outils, vous avez qu'un marteau et une scie. Vous allez garder vos roues crevées toute votre vie, quoi. Et donc, tous les matins, vous allez regonfler les roues de la bagnole. Et donc, tous les matins, vous vous fatiguez un petit peu plus. Vous voyez ? Il y a cette image-là que j'utilise pour dire qu'est-ce que c'est un traumatisme et comment on le répare. Donc, si vous n'avez pas les bons outils, forcément, si dans votre boîte à outils, il n'y a qu'une scie et un marteau, le mec qui a ses 4 pneus crevés, vous allez lui dire, je ne peux rien faire, il va falloir apprendre à vivre avec. Parce que c'est ça le paradigme. Et c'était ça le paradigme, encore plus à l'époque. Parce que maintenant, on a un peu évolué quand même. Ouais. Mais quand même. On est en quelle période? 2014. 2014 cette période là où j'ai l'estomac à retourner, c'est 2014-2016. À partir de 2016, je commence à... En fait, entre 2014 et 2016, je préparais un concours. Donc je bossais, je travaillais, mais orienté vers ce concours. À partir de 2016, ce truc s'est arrêté, le concours. Je l'ai raté, Dieu merci. Et du coup, j'avais un cerveau qui voulait continuer d'apprendre, qui était curieux, qui était machin. Et donc, tout de suite, je me suis lancé dans des recherches personnelles en me disant, c'est pas possible, on n'a pas compris. On ne peut pas laisser, en tout cas, les gens dans cet état-là. Ces militaires-là, dans cet état-là. On ne peut pas laisser mes soldats et tous les autres, c'est pas que les miens d'ailleurs. Quand on dit mes soldats, c'est les soldats que la République nous a confiés, mais en fait, on a des tels liens que, bon, des fois, c'est un peu comme nos gamins, quoi. Et là, donc du coup, je commence à faire des recherches pour comprendre ce que c'est. Et en fait, l'autre métaphore que je prends, c'est qu'un traumatisme, c'est littéralement comme un poignard planté dans la cuisse. Donc il y a des gens, ils vous disent, ça va mieux. Ah oui, ça va mieux, ça fait 3 jours qu'ils sont assis. Ils mettent pas le muscle en tension, donc ils ont oublié qu'ils avaient un peu mal. Et si vous leur dites, lève-toi, ou si vous mettez un petit coup dans le poignard, ils jonglent, les mecs. Voilà. Et donc, le paradigme actuel, pour faire prendre une autre métaphore, c'est de mettre un pansement autour du poignard. Et on dit, allez, c'est bon, je t'ai mis un pansement, et essaye de marcher, essaye d'être résilient. Mais c'est pas possible. Voilà. Alors qu'en fait, le poignard, on l'enlève, on suture, on désinfecte, on met un petit pansement, on fait 15 jours de rééducation, c'est terminé. C'est terminé. Et lorsque vous sortez des terrains d'opération, vous dites que vous avez accompagné en tant que coach. Au sein de l'armée, c'est ça? Oui, mais rien à voir avec cette dimension. Rien à voir avec cette dimension-là. Là, quand je découvre ce poste de coach, je coach des capitaines qui commandent eux-mêmes leur compagnie, donc ce dont je sors, et qui viennent s'entraîner avec tous leurs moyens, donc leurs hommes, leur matériel, leurs véhicules blindés, qui viennent s'entraîner au combat face à une force adverse vivante, face à des troupes qui, elles aussi, vont manœuvrer. Et je coach ces capitaines. Et là, je découvre que je suis meilleur coach que chef. Au début, ça m'interroge, parce que j'ai mis c'est pour ça que je suis très sensible à coacher les leaders, parce que j'ai moi-même été un mauvais chef au départ. Et donc, mais j'étais devenu un bon chef. Suffisamment bon pour être suivi au combat, en tout cas. Et là, je me rends compte que j'arrive à faire progresser des chefs qui, d'emblée, je le vois tout de suite, sont déjà bien plus brillants que moi. Et donc, je me dis, t'es meilleur coach que chef. Donc, au début, ça pique un peu. Et puis, à un moment donné, on se dit, OK, voilà, c'est mon trajet. Je deviens très bon. J'ai commencé par être très mauvais, mais je deviens très bon dans le coaching parce que j'ai cette capacité à rentrer dans la tête des gens. À dire, là, quand tu as écrit ça dans tes ordres, quand tu as pris telle décision sur le terrain, c'est parce que tu as pensé ça sur la base de ça. Et donc, tu vois bien que c'était pas bon. Et donc, les gens étaient des fois un peu surpris de voir que j'arrivais à rentrer dans leur tête. J'avais déjà un peu ce truc de et donc, du coup, vous allez faire le lien entre l'approche de coaching que vous avez avec
les traumas. Ouais, parce que donc à partir de 2016, je commence à me poser les questions, à faire des recherches. Et la première question, alors je me pose deux questions. La première, c'est quoi ce traumatisme qu'on ne comprend pas? Et je veux comprendre ce que c'est, parce qu'Einstein disait, alors je ne me prends pas pour Einstein, mais il est très inspirant. Einstein disait, moi quand j'ai un problème, je passe 90% du temps à le définir. Et j'ai passé honnêtement 4-5 ans à définir, à chercher à définir ce qu'était le traumatisme, sachant que certains avaient quand même fait le parcours. Et la deuxième question que je me pose, c'est comment ça se fait qu'on soit si différents, que deux soldats sur le terrain face au même événement de guerre vivent les choses tellement différemment qu'il y en a un qui va être traumatisé et pas l'autre. Donc ça m'a amené à conceptualiser un petit peu ce que j'appelle moi aujourd'hui le socle de subjectivité. C'est-à-dire ce qui est au fondement du type de personnalité de la personne, d'une personne. J'ai découvert qu'on avait 3 cerveaux dans le corps, parce qu'on a aussi 40 000 neurones sur l'oreille droite du cœur. Donc à chaque fois, il y a souvent tout qui va par 3 chez moi. Donc c'est corps, âme, esprit, le champ de l'identité cognitive, le champ de l'identité sociale, le champ de l'identité physique, ou conatif, donc le mouvement, l'action, les croyances, les blessures, les valeurs. Bon, tout va par toi, symboliquement, je mets tout là-dedans. Et donc je modélise un peu ce qui fait la subjectivité d'une personne. Je connecte avec des concepts de psychomorphologie. On voit tout de suite sur le corps des gens un petit peu déjà les peurs fondamentales, ce genre de choses. Voilà, je développe ça. Progressivement, je commence à accompagner des gens dans la vie, essentiellement des dames avec des maladies. Et on fait des liens entre ce qui a pu se passer dans leur vie, dans leur tête, et donc leur maladie. C'est-à-dire que la maladie est comment dirais-je, le résultat d'un trauma Alors, oui, trauma, oui, mais alors ça dépend, ça dépend ce qu'on entend par trauma. Parce que ça, c'est un terme qui est mis à toutes les sauces. C'est vrai. Et donc, j'ai nomenclaturé toutes ces sauces-là. J'y viens après, mais je réponds à la question. Oui, un peu un trauma, quelque part, qui a laissé des traces du style honte, dévalorisation, culpabilité. Je suis très inspiré par le docteur Thomas Lamotte là-dessus. C'était un neurologue. Et je comprends que le corps dit des choses. De ce qui est resté coincé, de l'impossible à dire, ou du maladie, dire. Le langage des oiseaux nous aide pas mal là-dedans. Et donc je commence à aider des profils comme ça, et puis je continue de comprendre ce qu'est un traumatisme. Et en cherchant à comprendre ce qu'est un traumatisme, je comprends qu'on est tous traumatisés, en fait. Parce qu'on a tous été déglingués par nos parents entre 0 et 7 ans déjà. C'est sûr, involontairement évidemment, mais... Voilà. Évidemment. J'ai moi-même bien déglingué mes gamins, donc on répare maintenant. Mais, et du coup, comme c'est mis à toutes les sauces, il faut nomenclaturer ça. Alors tout en haut, du coup, moi je mets le syndrome stress post-traumatique. Je dis que c'est des traumatismes qui sont incapacitants. Parce que quand on a un syndrome stress post-traumatique, et donc ça répond à une définition de choses précises au moment du trauma. Le trauma, c'est l'événement, le traumatisme, c'est l'infection. On est dans l'incapacité de vivre. Souvent, c'est un figement dans une confrontation à la mort. Le figement, c'est des parties du cerveau qui peuvent plus parler ensemble. Et là, c'est le début des emmerdes. Et comme c'est dans une confrontation à la mort, qui peut être symbolique, et dans les 3 champs de l'identité, le cerveau, il vrille, il y a des trucs qui se déconnectent, et ça donne vraiment un syndrome de stress post-traumatique, ou un trouble stress post-traumatique. En dessous, on a les traumatismes bloquants. Ça, c'est moi qui le dis comme ça. Oui, c'est votre analyse. Ça sort de mon cerveau malade. Mais ça se tient. Les traumatismes bloquants. Ça, c'était moi quand j'étais gamin et que j'étais impossible d'embrasser la jeune fille que j'aimais et qui venait de me dire « je t'aime ». J'étais bloqué. Il n'y a pas d'autre mot. Bon. Donc là, on a des traumatismes qui sont bloquants. En dessous, on va avoir des traumatismes qui sont freinants. Ça, c'est moi quand j'étais jeune chef. Jeune lieutenant, et qu'il fallait dire au mec, allez en avant, donner des ordres, et toi, tu as fait de la merde. Voilà. Commander, c'était compliqué pour moi, parce que j'étais confronté à, tu vas pas faire l'unanimité. Si tu commences à commander comme un vrai chef, et moi, je voulais faire l'unanimité, ou en tout cas, j'avais ce besoin de reconnaissance, de machin. Donc, dans l'exercice du commandement à l'armée, j'étais freiné. Ça, c'est une part quand même vachement importante des managers, des dirigeants,
Donc c'est pour ça que et comme c'est des choses que j'ai traversées moi un peu dans la douleur, et qu'aujourd'hui j'ai les outils pour enlever ces blocages et ces freins plus rapidement, et ces traumatismes aussi, bah je cible vachement les managers, parce que déjà c'est une histoire que j'ai traversée moi. Et en plus, si on veut changer le monde, commencez par impacter des gens qui ont de l'impact. Donc quand on change la vie d'un manager ou d'un dirigeant, ça impacte évidemment sur beaucoup de monde. Donc changer le monde, ça va commencer par là. Et si on veut vivre dans un monde plus libre, il faut libérer les gens de leur prison intérieure. Donc on va libérer les gens qui ont de l'impact en premier, puis ça va déjà faire beaucoup de bien. Ce qu'on peut comprendre dans votre approche, au travers évidemment de votre expérience militaire et de votre parcours de commandant, c'était de dire, d'officier, c'est de se dire, quand on est sur des terrains d'opération comme ça, militaires, évidemment, on comprend le trauma derrière, ou on peut imaginer le trauma derrière. Comment l'analyse que vous en faites, le travail que vous avez fait, peut ensuite se répercuter dans la société civile au travers des traumas qui n'ont rien à voir avec les traumas d'opérations militaires? Parce que la mécanique du traumatisme, elle est la même pour tout le monde. C'est ça. Une roue crevée, c'est une roue crevée, que ce soit une Toyota, une Renault, que ce soit une petite bagnole, une grosse bagnole, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Un trauma, c'est un figement. C'est au moment où on se retrouve figé, le cerveau, il ne se parle plus correctement. Et dans le cerveau, on a un endroit que moi j'appelle le registre à danger. C'est où vous vivez des choses dans votre vie, vous brûlez les mains sur la plaque chauffante, vous ouvrez votre registre, vous dites plaque chauffante, source de chaleur, MEF, attention, ça brûle, ça fait des cicatrices. Voilà. Et vous avez un truc qui est écrit dans votre registre à danger. Et des fois, votre registre à danger, quand vous vivez un grave traumatisme, un figement, il reste ouvert à la même page. S'il est ouvert, il dit au système d'alarme qu'il y a un problème. Donc, le système d'alarme met le comportement, le corps, en mode survie, agressivité, fuite, voire s'il a retenu que le figement lui avait sauvé la vie une première fois, il peut vous mettre en figement. Et le figement, contrairement à ce qu'on dit, pour moi, ce n'est pas une modalité de survie. On n'a pas survécu, on n'a pas traversé les millénaires avec la stratégie de la viande morte, nous. Mais parce qu'on a anticipé les dangers et qu'on les a fuis, qu'on les a combattus. Dès qu'on est en figement, dès qu'on est procrastination, tout ce genre de trucs, pas d'énergie quand on se lève le matin, tout ça, il y a des dossiers derrière qui disent « fais rien, ça vaut mieux ». C'est à la fois l'impuissance apprise, mais l'impuissance innée, parce que le cerveau est toujours en train de calculer si les efforts à fournir valent la peine ou pas. Valent la peine. La seule différence, quand je parlais des terrains d'opération pour les militaires, c'était de dire qu'eux savent, en tout cas, on peut comprendre pourquoi il y a ce trauma, parce que le terrain d'opération était particulièrement difficile. En revanche, dans la société civile, on peut comprendre le trauma, sauf qu'on n'en connaît pas nécessairement l'origine. Alors, pour moi, c'est pas un problème. Parce que le tronc cérébral, lui, il sait toujours l'origine. Donc, il faut savoir travailler avec le tronc cérébral et l'inconscient. Et vous tombez toujours sur le bon dossier après, quand on est en protocole. Donc, ça, pour moi, c'est franchement pas un problème. Mais oui, je comprends. Mais ce que je veux dire, c'est, je reviens sur la notion de figement. Le figement, c'est le début des emmerdes parce que les parties du cerveau ne se parlent plus. Le registre à danger, il inscrit des trucs. Et si votre registre à danger, il fait 12 pages, ça va. S'il monte jusqu'au plafond, c'est la merde. C'est sûr. Parce qu'il passe son temps à s'ouvrir. Et s'il est ouvert tout le temps à la même page, vous êtes tout le temps en mode danger. Bon, ça, c'est la mécanique. Et ben, nous, quand on est à l'armée, on se représente... Enfin, surtout quand on n'est pas militaire, on se représente des choses du théâtre de guerre. On se dit, c'est ouf par rapport à ce qu'on vit dans la société civile. C'est un peu le fond de la question. Absolument. Voilà. Mais le moment où on fige, c'est lié aux normes et à ce qu'on a appris et à ses propres curseurs par rapport au stress aigu, stress dépassé, ce genre de choses. Vous avez des gens qui vont entrer en figement parce qu'une voiture leur fonce dessus, mais elle s'est arrêtée à ça du passage piéton, ils vont bien, mais ils ont figé. C'est foutu. S'ils ont figé, il va y avoir très certainement une intervention thérapeutique à faire derrière. Donc la mécanique, c'est toujours la même, c'est le figement. Et alors après, qu'est-ce qui fait la différence entre un trouble du stress post-traumatique ou des traumatismes bloquants ou freinants? C'est que si on fige face à une confrontation où on s'est vu mourir, là, on risque, je dis bien, de se retrouver dans une infection traumatique de type incapacité à vivre derrière. Mais on peut se retrouver figé que dans un des 3 champs de l'identité.
Vous avez 8 ans, vous pensez dire un truc intelligent à un repas de famille, et là, vous prenez une gifle par votre père, qui vous dit tais-toi, t'es qu'un gamin. Et là, vous passez 3 secondes ou 3 minutes figé. Ah bah c'est bon. Dans le champ de l'identité, cognitive, Ouais, c'est ça. il y a eu un figement. Ouais. Pas dans tous les champs d'identité, mais dans le champ d'identité cognitive, il y a eu un figement. Et après, ça devient compliqué de parler en public. Ça devient compliqué de faire une disserte, de passer un oral. Le trauma s'est installé. Il y a un truc qui s'est installé. Bon, bah, faut reconnecter ça et puis il y a des trucs qui passent derrière. Quels sont vos outils alors, pour le coup? Comment est-ce que vous intervenez? Est-ce que vous intervenez d'abord? Est-ce que vous faites du one-to-one aussi avec les gens? Fais essentiellement du one-to-one. Ok. J'ai vraiment envie de développer le one-to-many, mais en séminaire, quoi. Prendre des gens pendant 3, 4, 5 jours. On brosse plein de trucs, on met les théorèmes, on arrête les théories à la con, on met les vrais théorèmes de la vie, parce que des fois, en utilisant juste les bons théorèmes, bah, tout marche mieux dans la vie. Le couple, les enfants, enfin voilà, il y a des théorèmes pour tout, le leadership. Voilà, donc ça, c'est vraiment un objectif de plus long terme que j'essaye de développer. Mais aujourd'hui, je travaille essentiellement en one-to-one, parce que sur les dossiers avec des gens, c'est ce que j'aime bien leur dire des fois dans mes publications, si vous galérez depuis 10 ans, que vous avez déjà essayé plein de trucs, c'est bon, on peut venir bosser ensemble. Voilà. Alors, mes outils, ce qu'il faut comprendre, c'est que, ce que je dis toujours, c'est qu'on vit dans le présent, ce qui a été installé dans un passé, en 3 dimensions. La dimension du temps générationnel, c'est tout ce dont on vient de parler là. Les figements, les traumatismes, entre hier et le moment où on s'est incarné dans le ventre de notre mère. Ensuite, il y a la ligne du temps transgénérationnel. Ça, c'est j'ai toujours été ça, j'ai toujours senti que, j'ai toujours eu peur de l'avion, j'ai toujours... bon, là, quand on est comme ça et on ne sait pas d'où ça vient et on sent il y a des freins ou des blocages, souvent c'est des freins plus que des blocages, on est soit dans la ligne du temps transgénérationnel, soit dans la ligne du temps karmique. Bon, on est au 21e siècle, les consciences s'élèvent, on a quand même eu des vies avant celle-là. Ceux qui disent on n'a qu'une vie et moi ça n'existe pas, c'est pas que je peux pas travailler avec eux, c'est que je peux travailler que dans cette ligne du temps. Bon, moi je préfère vraiment des gens qui ont cette conscience, qui ont cette ouverture. Et à partir du moment où on va recabler ce qu'on a besoin de recabler dans le cerveau, de tous les traumatismes, et pas tous d'ailleurs, ceux qui sont au début d'une branche dans laquelle s'est construit des trucs derrière. On peut enlever tout ce qui nous freine, tout ce qui nous bloque, voire nous incapacite dans la vie par rapport au temps générationnel. Et si on va changer les informations dans l'arbre généalogique ou les informations qui viennent des vies parallèles, parce que d'ailleurs pour moi elles ne sont pas antérieures, elles sont parallèles, puisque le temps et l'espace sont des illusions créées par la conscience. Mais bon, ça c'est un détail sémantique. Ouais. C'est un autre registre encore. C'est un autre registre. Ouais. Mais si on arrive à aller faire le ménage des plus gros dossiers là-dedans, en 3 mois, en 6 mois, voire en 12 mois, on transforme vraiment la vie d'une personne. Et alors, donc, quelle est votre méthodologie alors, à ce moment-là? Parce que là, vous désignez effectivement les angles dans ces 3 lignes de temps. Alors, il y a des outils, je les ai développés. J'ai presque rien inventé moi-même. J'ai fait plein de formations. J'ai dépensé tout mon argent en formation à un moment donné. Mais j'ai beaucoup bricolé et fait évoluer les choses. Dans le temps transgénérationnel, recabler le cerveau, ça c'est des protocoles que j'ai appris. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en neurosciences aujourd'hui, on sait que le cerveau, et notamment cette partie-là du cerveau, donc le tronc cérébral, les comportements, l'inconscient, la vérité est là chez quelqu'un. La vérité n'est pas dans son discours, la vérité elle est dans son comportement. Ça aussi, c'est des choses que j'ai appris en formation, évidemment. Je n'ai pas tout en canalisation. Ouais, j'ai pas tout canalisé de l'univers et c'est pas mon intelligence pure qui a tout modelé ça. Mais par contre, j'ai réuni tout ça, et développé mon approche et ma compréhension. Là, dans le temps générationnel, comme le cerveau de derrière, il ne fait pas la différence entre ce qui est présent et passé, il ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginé, eh ben, on va faire vivre, alors avec un protocole précis d'une certaine façon, mais on va faire vivre autre chose au tronc cérébral. Terminé. On ne change pas l'histoire, mais on change ce que le cerveau en a fait.
D'accord. Donc, vous revisitez le trauma? Non, on le revisite pas. Ça, c'était mes premiers outils au début qui marchaient très bien, sauf que les gens, ils étaient en PLS pendant 3 jours ou 4 jours derrière. C'est sûr. Moi, ça m'allait pas du tout. Alors, il y a ça qui m'allait pas, puis il y a d'autres choses qui ont fait que j'ai abandonné ces méthodologies-là. Mais non, j'ai trouvé, notamment avec une psychologue belge, Ayla Missirli, cet outil qu'elle appelle la méthode 4F ou le reboot, dans lequel moi j'ai rajouté des petits trucs, mais en gros, sa base, c'est à elle. Hein. Et on retraverse pas, on le traverse autrement. C'est tout. Mais ça veut dire que vous l'évoquez? On part du point de départ. On part du point de départ. Ok. Mais en fait, on fait vivre autre chose au cerveau de sorte à ce que jamais il ne fige. Et ça switch. Et ça switch. Mais c'est incroyable. Exemple. Vous avez un exemple de quelqu'un que... Alors, bien sûr, vous en avez plusieurs, mais pour que ça parle, pour qu'on ait un exemple d'un avant-après. L'an dernier, j'ai fait le grand écart entre deux officiers supérieurs. Un qui était traumatisé depuis moins d'1 an à cause d'une attaque terroriste. Une séance, juste pour le trauma, hein, parce qu'après, il faut réparer des trucs. Et un autre qui était traumatisé depuis 30 ans. Et ça nous a pris 7 séances. 7 séances parce que ces 4-5 mois qu'il avait passé sur son théâtre d'opération, il y avait eu une série d'événements, on les a tous faits. On remet la personne au début de la situation et à chaque fois, on fait en sorte que ce qui se passe corresponde à ce qu'elle est capable de gérer. De sorte à ce que jamais elle ne vive le figement, tout simplement, qu'elle a en réalité vécu et qui a du coup court-circuité le cerveau. Mais du coup, ça veut dire que vous révisez l'histoire? Ouais, on révise l'histoire. Et ça n'est, comme c'est pas de l'hypnose... C'est ce que j'allais vous demander. Non, ouais. Ça fait... Mais en fait, c'est de l'hypnose, de la théorie polyvagale, de la psychogenèse, des neurosciences. C'est ça, en fait. Ouais, Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on veut traiter ces problèmes-là, il faut sortir du cadre. Parce qu'on essaye, avec des outils qui sont dans ce cadre-là, de résoudre des problèmes qui ont des racines là-dedans. Donc il faut forcément sortir. Et en fait, on se rend compte qu'en amalgamant plein d'outils différents, plein d'approches différentes, on arrive à régler les problèmes. Donc on fait en sorte de faire vivre avec des états élargis de conscience. Donc du coup, c'est pas des états modifiés, c'est pas la personne sait très bien où elle est, ce qu'elle fait, elle a la conscience, elle s'observe elle-même, elle sait très bien qu'on n'est pas en train de changer l'histoire. Et surtout, on ne met pas de nouveaux ou de faux souvenirs dans sa tête. Il n'y a pas cette dimension-là. Hein. Parce que c'est pas vraiment un état d'hypnose. Et ça suffit à recabler le cerveau. Et dans le registre à danger, c'est comme si on arrachait la page. En fait. C'est ça, ouais. On efface le Ou alors on efface les 3 quarts, on dit attention, quand les balles elles tirent, ça peut être dangereux. Puis on efface tout le reste, et puis il se referme, on enlève le post-it et il se referme. Alors là, évidemment, vous avez toujours la métaphore avec l'aspect militaire, parce que ça reste bien sûr votre histoire et votre première partie de vie. Si demain, monsieur, madame Michu décide de prendre contact avec vous parce qu'effectivement, il y a une blessure de quelque part, mais qu'on n'arrive pas nécessairement à identifier. On sait que la blessure est là, on sait que le trauma est là, on sait que le blocage est là, mais où, quand, comment, d'où ça vient, on n'en s'affiche trop rien. Ça, c'est pas grave. Comment vous allez rechercher le pourquoi du comment du problème? Ça, c'est pas grave. Ce que je dis toujours, c'est que le traumatisme n'est pas psychologique, ou en tout cas pas entièrement. Ouais, c'est ce que vous dites. Ouais. Il est neurologique. Voilà. Et quand on sait travailler avec la neurologie du cerveau et qu'on sait aller chercher les informations dans le tronc cérébral, qui est une antenne, un récepteur, un émetteur-récepteur. Donc il envoie des choses à l'univers et en même temps il reçoit des informations. Et en même temps, il se souvient de tout, lui. Les souvenirs conscients, en gros, ils sont là-dedans. Mais lui, il a le souvenir de tout. Pourquoi? Parce que tout événement provoque de l'émotion, provoque des choses, crée une information, elle va où cette information? En gros, aujourd'hui, en neurosciences, et depuis une dizaine d'années, hein, on sait, et là je ne fais que citer Philippe Guillemant, par exemple, un scientifique comme Philippe Guillemant, on sait que les réseaux de neurones ne savent pas stocker vraiment l'information. En intelligence artificielle, un réseau de neurones, vous allez avoir une IA avec un réseau de neurones, mais qui est forcément branché à un disque dur, où il y a du stockage d'informations. Parce que les neurones, ils font des liens entre les informations. Intel, Religaré, c'est ça l'intelligence. L'information, elle est où dans ce qu'on vit? Moi, je vous dis, elle est là-haut, quelque part. Dans le cloud, comme on dit. Dans le cloud, dans le champ unifié de conscience, dans le vide quantique, on dans ce que vous voulez.
chez Dieu, enfin peu importe, on s'en fout, et elle est dans votre corps. Pourquoi? Parce que votre corps, il est fait à 95% de molécules d'eau en moyenne. Et là, je ne fais que citer le professeur Marc-Henri. Et l'eau dans notre corps, c'est un disque dur. Ouais, il a engrammé. L'eau, c'est organisé en domaines de cohérence. Vous imaginez qu'un domaine de cohérence, c'est 1 bit. Dans 17 grammes d'eau, vous avez toutes les bibliothèques du monde. Je ne fais que citer le professeur Marc-Henri. Donc, votre disque dur, il est à la fois dans votre corps. Bah, il suffit de brancher le disque dur à la bonne info, en passant de la bonne façon. Et puis, on retrouve le souvenir, même si votre conscience, elle ne sait pas quelle était l'origine du problème. C'est pour ça que souvent, en protocole, je me retrouve à j'ai 3 ans. OK? Qu'est-ce qui se passe? Et là, on réécrit le truc de sorte à ce que l'enfant de 3 ans ne fige. Avec une façon précise de faire, une méthodologie particulière. Le principe, il est simple. C'est pour ça que je ne veux pas trop détailler, parce que le principe est simple, mais la mise en œuvre demande quand même du doigté, quoi. Mais c'est extraordinaire, parce que d'ailleurs, vous devriez lui donner un nom. Et c'est pas à moi de donner un nom. Son auteur lui a déjà donné un nom, le méthode 4F ou le reboot. OK. Mais en tout cas, c'est toujours très intéressant de se dire qu'aujourd'hui, vous pourriez dire ça, quel que soit le point de blocage que l'on peut avoir, et quelle que soit la dimension du point de blocage, ou l'histoire du point de blocage, vous pouvez déverrouiller. Presque. Parce que ça, vous imaginez que c'est votre identité d'âme. On voit bien deux jumeaux homozygotes, on voit bien qu'ils n'ont pas la même personnalité, même s'ils ont été toute leur enfance habillés pareil, machin. Bon. Donc ça, c'est votre identité d'âme. Vous venez avec un passif karmique, une identité, des thématiques de vie, vous venez avec. Okay, là, c'est votre naissance. Et au fur et à mesure de votre naissance, vous vivez des trucs qui vous microfigent, qui vous mettent en colère, qui vous structurent. Okay, on est tous en gros comme ça. On est tous un peu éloignés de notre identité d'âme. En gros, c'est une névrose. Un peu névrosé, quoi. Voilà. Bon, il arrive un moment où, dès très tôt, on en prend plein la poire. Et en fait, la personnalité, donc l'identité d'âme est là, la personnalité, elle est là. Bon, en gros, c'est un trouble de la personnalité. Donc là, on est vraiment dans le registre de psychopathologie. Ça peut se guérir dans certaines situations. J'ai aidé pas mal quelques personnes qui étaient là-dedans. C'est pas vraiment mon registre, mais c'est possible de rapprocher, oui. Mais on va pas tout régler. Et par exemple, moi, je me suis structuré avec une identité d'âme qui a choisi des thématiques, le rejet, le perfectionnisme, ce sont mes thématiques de vie, elles seront toujours là. C'est-à-dire que j'aurais beau m'auto-rebooter ou ce que vous voulez, je ne serai pas Jésus, quoi, à la fin de ma vie. Il va falloir quelques incarnations de plus, quoi. Voyez, donc ça fait des miracles, mais ça ne fait pas tous les miracles qu'on aimerait. Hein. Donc, et moi, plus le traumatisme, il est grave, et arrivé à l'âge adolescence, adolescence ou âge adulte, et plus c'est grave dans ces lignes de temps-là, plus c'est facile pour moi, plus c'est lié à la personnalité de la personne, plus ça va être long, potentiellement compliqué. Ça peut aussi tricoter avec la ligne du temps transgénérationnel, la ligne du temps karmique. Et là, je le flaire très vite, moi, parce que le corps crie beaucoup. J'ai mal là, j'ai ci, j'ai tel truc chronique, j'ai bidule, j'ai machin. Bon, là, faut rouler, palper pendant minimum 12 mois pour aller dans chaque ligne du temps et réduire les trucs. Et c'est vrai que quand on parle de trauma, évidemment, et on reçoit tellement de personnes ici qui nous parlent de leur première partie de vie ou d'une adolescence ou d'une enfance très compliquée. On pense notamment aux abus, on pense aux incestes, etc. etc. Et on se dit que donc votre méthode, vous pouvez solutionner ça. Oui. Hésitation? C'est parce que c'est pas complètement binaire. Et de mon expérience, de ma petite expérience, parce que j'ai pas non plus 40 ans de métier là-dedans, hein, mais de l'expérience que j'ai aujourd'hui, je dirais que s'il n'y a pas eu trop de problèmes, trop de graves traumas avant 7 ans, oui, je peux pas forcément tout solutionner et faire de la personne Marie ou Jésus, mais lui enlever ce qui la bloque, ce qui la freine. Et je peux transformer sa vie. Ouais. Donc avant 7 ans? Non, après. Non, je veux dire, avant 7 ans, c'est plus compliqué. Ah ouais, parce qu'en fait, quand on naît, notre cerveau, il n'est pas mature physiologiquement. Donc en fait, entre 0 et 7 ans, il continue sa maturation physiologique avec des périodes d'élagage synaptique à 2 ans, à 7 ans.
Les lagages synaptiques, en fait, c'est le cerveau qui va se spécialiser. Il va virer, en fait, des connexions neurales qui ne lui servent pas. Donc, imaginez, vous avez subi des traumas avant 2 ans et des traumas avant 7 ans. Tous les circuits de l'engagement social, le cerveau va les élaguer parce qu'il va garder les circuits de la survie. J'ai schématisé, ça peut faire grincer des dents certains spécialistes, mais pour faire plus simple. En gros, le principe, c'est ça. Donc, vous vous êtes spécialisé dans la survie. C'est compliqué. Là, c'est compliqué. C'est pas impossible, mais ça peut prendre beaucoup de temps. Et quand on a un trouble de la personnalité qui s'est installé, ça peut prendre du temps. Parce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez donné un exemple en disant, vous prenez un exemple comme ça et vous disiez, alors qu'est-ce qui s'est passé à 3 ans 3 ans, on est dans ce spectre du avant 7 ans. Oui, mais en fait, il y a une différence entre avoir pris une douche brûlante à 3 ans et avoir subi un inceste à 3 ans. C'est ça. Voilà. Donc c'est ça, la violence du truc. Donc tout dépend le degré du trauma. C'est ça. Imaginez le poignard dans la cuisse. La taille du poignard et la vitesse avec laquelle on vous l'a planté, c'est le temps passé en état de sidération, en état de figement. Et encore, il y a des degrés, parce qu'on peut figer comme ça pendant 2 secondes, et puis comme beaucoup de femmes victimes d'agressions sexuelles en témoignent, on peut se retrouver collé au plafond. Là, c'est figement plus dissociation. Donc la violence du truc, la violence de la sidération du figement, c'est la taille du poignard et la vitesse à laquelle on vous l'a planté dans la cuisse. Donc il y a la notion de gravité, gravité vécue subjectivement, pas la gravité a priori on va évaluer de l'extérieur. C'est vraiment ce que la gravité vécue subjectivement par la personne. C'est pour ça que il y en a qui vont figer et avoir un grave traumatisme sur le passage à piéton avec une voiture qui s'est arrêtée à 20 cm d'eux, qui vont être plus traumatisé entre guillemets qu'un soldat avec des roquettes, des balles qui aura figé moins fort, moins voilà. Il est là le truc. La gravité n'a rien à voir avec les faits objectivables, mais la gravité c'est l'événement subjectif vécu. C'est ça. Vous êtes accompagné, vous le disiez, par une psychologue ? J'ai 2 formateurs qui me supervisent, oui. Alors Ayla Missirli, une psychologue belge sur cette dimension-là, et dans l'approche plus complète de la personne, de certains théorèmes. Là, j'ai un deuxième formateur, Bruno Dalpalu, qui sont des formateurs et des superviseurs également. Parce que c'est important, je trouve, quand on fait ce métier-là, d'être soi-même suivi. J'en passe, moi aussi, du temps. Bien sûr. Me faire accompagner, me faire coacher moi-même. Bien sûr. Et à se faire superviser aussi. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que votre parcours dans cette carrière militaire que vous avez eue et de ces traumas que vous avez rencontrés au travers des équipes que vous avez soutenues vous donne cette légitimité ? La légitimité, moi, je la vois pas dans le parcours. Mon parcours me donne du sens à ce que je fais aujourd'hui. Ma légitimité, j'ai envie de dire que c'est dans les résultats que j'obtiens. Ouais. Parce que je vous dis, plus c'est grave et plus on s'en débarrasse. Et puis, quand on arrive, parce que là, on a beaucoup parlé du traumatisme générationnel, mais quand on va aussi enlever des programmes de survie qui sont dans l'arbre généalogique et qui vont venir mettre des blocages, des freins, et qu'on est capable de faire la même chose dans les vies parallèles ou les vies antérieures, là, on transforme vraiment la personne. Je travaille avec 3 piliers. Au début, je disais, j'ai une méthode clé, puis un jour, on m'a fait remarquer que c'était déposé à l'INPI. Ok, d'accord, donc c'est pas ma méthode clé. Ça va être 3 piliers: libération, connaissance, évolution. Et c'est trois énergies différentes. Libération, je suis thérapeute. Connaissance, le pilier de la connaissance, je vous donne des théorèmes, je vous dis comment ça marche, qu'est-ce qui résonne avec vous, avec votre personnalité. Ça, c'est l'énergie du coach. Et l'évolution, comment se mettre en action dans la vie, comment manifester des choses, ça, c'est le mentor. Parce que des fois, ce qui se passe chez la grande majorité des gens que j'accompagne, c'est qu'ils sont à une période de vie où ils terminent de faire l'expérience de qui ils ne voulaient pas être. Et ils décident maintenant de faire l'expérience de qui ils veulent être, de qui ils sont vraiment. C'est vrai. Voilà. Et donc, ça, il ne suffit pas de libérer ce qui coince dans les 3 lignes du temps, dans les 3 lignes du passé. Il faut aussi que la personne apprenne à se connaître en profondeur. Et derrière, il faut se tourner vers l'avenir. Parce que si on continue de regarder dans les rétros, on risque de se prendre un platane.
Donc il faut tourner la tête de la personne vers l'avenir. Bon, voilà, donc c'est vraiment 3 énergies que je vais alimenter différemment d'une personne à l'autre dans mes accompagnements. C'est passionnant. Franchement, on aurait pu vous consacrer une émission bien plus longue que ça, mais je trouve que votre approche, c'est très concret et c'est très pragmatique. Et c'est très pédagogue aussi. Et ça, je pense que c'est important de le comprendre parce qu'il y a des choses, évidemment, qui sont, quand on parle de trauma ou de choses engrammées, qui sont très abstraites. Et c'est toujours très difficile de s'y retrouver. C'est toujours, on a le sentiment que ça va être soit douloureux, soit long, soit coûteux, soit... Voilà, c'est aussi l'image qu'on peut en avoir. Mais en vous écoutant, moi, je trouve qu'on perçoit assez bien la manière dont vous pratiquez et vous accompagnez. Donc ça, c'est quand même important. Alors, il y a évidemment le leadership au travers des chefs d'entreprise qui vont, eux, ensuite rayonner à leur manière pour impacter les équipes. C'est ce que vous avez fait notamment à l'époque militaire quand vous commandiez des hommes. Et puis, il y a le monsieur, madame, tout le monde. Donc, on peut effectivement avoir votre approche aussi si demain, on a une problématique dans la vie de tous les jours, quoi. Tout à fait. Ça, c'est important. On va mettre les liens autour de la vidéo pour que vous puissiez rentrer en contact avec Grégory Ollier. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous, de cet échange qu'on a eu ? De l'espoir. De l'espoir et de l'esprit critique. Parce que moi, quand j'ai commencé mes recherches, la première chose que je me suis dit, c'est choisis qui tu lis et qui tu écoutes. Voilà. Et donc j'ai choisi de virer tous ceux qui disaient que c'était long, compliqué, douloureux. Et donc c'est comme ça que j'ai pu trouver des outils et développer cette compréhension-là. Et donc j'ai envie de dire, soyons critiques et sur ce qu'on a déjà pu nous dire. Une des premières phrases que je dis avant de rentrer en protocole la première fois dans un accompagnement, c'est oubliez tout ce que vous croyez savoir. Oubliez tout ce qu'on vous a dit sur vous-même et sur vos problèmes, parce que souvent, ils ont essayé des choses, du coaching, de la thérapie. Je leur dis oubliez tout. Voilà, on verra, on rediscute après si vous avez de la curiosité qui monte et tout, mais oubliez tout. Donc j'ai envie de dire, ne restez pas sur ce que vous pensez avoir compris de vous-même. Alimenter cet espoir qu'il y a toujours un cadre plus large dans lequel on va trouver, et je vais prendre un exemple, dans lequel on a des outils qui vont pouvoir vous aider, pas forcément de manière magique. La magie, c'est ce qu'on n'a pas compris en fait. C'est ce qui marche mais qu'on n'a pas compris. Donc pas forcément de manière magique, mais qui vont accélérer le truc. L'exemple que je prends, et peut-être que c'est là-dessus que j'aimerais laisser les gens en fait, c'est avec Newton et sa formule, on a été capable du coup de calculer les trajectoires de toutes les planètes, sauf Mercure. Parce que Mercure, elle n'a pas la même trajectoire. Elle a un périhélie qui se décale à chaque fois qu'elle fait un tour autour du Soleil. Et donc, avec la formule toute simple de Newton, on arrivait à calculer les trajectoires de toutes les planètes, sauf Mercure. Qui a permis de calculer la trajectoire de Mercure? Einstein, avec les équations de la relativité générale. Et c'est avec ces équations un petit peu plus compliquées, qui ont été conçues dans un contexte plus large que la formule de Newton, qu'on a été capable de calculer précisément le périhélie et donc la trajectoire. Et avec les traumas, avec les problèmes des gens, et quand on galère depuis 10 ans, avec ses propres blocages, ces trucs, je ne comprends pas dans tel contexte, j'ai la respiration qui s'emballe, ou alors j'arrive pas assis, ou alors j'en suis à mon 3e pervers narcissique, qui souvent est narcissique mais pas pervers. J'ai envie de dire, il y a forcément un contexte plus large qui devrait pouvoir vous aider. Choisissez bien, et ayez cet espoir de trouver un jour quelqu'un qui a les outils dans un contexte plus large, quoi. Voilà. Vous, en l'occurrence. Merci Grégory. Non, je ne suis pas le seul. Tant qu'à faire. Pourquoi pas, tant qu'à faire. Merci beaucoup. Merci Grégory. Passionnant. Vraiment, merci pour toute cette expertise, ces explications et ce côté, donc, encore une fois, très pédagogue. On va mettre autour de la vidéo tous les liens pour rentrer en contact avec Grégory. Vous êtes où ? Mon site internet vient de sortir. Ok. Donc, je vous mettrai l'adresse de mon site internet et mon LinkedIn aussi. Ok. Et on peut faire ça en visio ? Je travaille essentiellement en visio, parce que j'ai des gens de partout, sauf à côté de chez moi. J'en ai très peu. Donc je travaille essentiellement en visio. En visio, voilà. Ok, c'est noté. Merci beaucoup Grégory. Avec plaisir et merci pour votre accueil. Merci infiniment. Vous commentez avec bienveillance comme toujours. Je sais que l'émission va être commentée, vous partagez et on se retrouve pour un prochain portrait Index. À très vite.